5. Après avoir examiné trois caractéristiques du récit, sa séquentialité, son indifférence factuelle et sa manière unique de s'arranger des déviations par rapport à la norme, consacrons quelques lignes à sa valeur dramatique. Nous pouvons pour cela prendre comme point de départ les travaux que Kenneth Burke a consacrés il y a près d'un demi-siècle à ce qu'il a appelé le dramatisme. Selon lui, les histoires bien faites sont composées de 5 éléments. Un acteur, une action, un but, une scène et un instrument auquel s'ajoute un autre élément, une difficulté. Cette dernière consiste en un déséquilibre entre n'importe lequel des éléments principaux, une action tendant vers un but, et inappropriée dans une scène particulière. Il en est ainsi des agissements de Don Quichotte en quête d'action chevaleresque. Ce peut être également un acteur qui ne convient pas à la scène, comme Portnoy à Jérusalem ou Nora dans une maison de poupées. Il peut y avoir une scène de duel dans un film d'espionnage ou une confusion dans les objectifs poursuivis, comme dans Madame Bovary. Le dramatisme, dans le sens que lui donne Burke, s'intéresse aux déviations par rapport aux normes, déviations qui peuvent avoir des conséquences morales. Ce sont des écarts par rapport à la légitimité, à des obligations morales ou à des valeurs. Ainsi, les histoires doivent nécessairement se rapporter à ce qui est valorisé, à ce qui est approprié ou à ce qui est incertain moralement. La notion même de difficulté présuppose que les actions devraient toujours être appropriées au but poursuivi, que les scènes devraient toujours s'accorder aux instruments mis en œuvre. Hayden White a montré que les histoires menées à leur dénouement sont des explorations des limites de la légitimité. Elles jaillissent à l'image de la vie, se heurtent à une difficulté à laquelle on doit trouver, faute de remède, une explication morale. Et si le déséquilibre est ambigu, comme c'est souvent le cas dans les fictions postmodernes, c'est parce que le narrateur cherche à subvertir les moyens conventionnels par lesquels l'histoire prend une dimension morale. Raconter une histoire, c'est inévitablement prendre une attitude morale, même si cette attitude morale consiste à se dresser contre les attitudes morales. Autre caractéristique du récit, celle que j'ai appelée son paysage duel. Les événements et les actions qui se déroulent dans un monde supposé vrai vont de pair avec des événements mentaux qui surviennent dans la conscience des protagonistes, que le lien entre les deux vienne à se distendre, et le récit, comme c'est le cas avec la difficulté du pentacle de Burke, trouve une force qui le fait avancer. C'est ce qui se produit avec Pyramée et Thisbe, Roméo et Juliette ou Oedipe, et sa mère épouse Jocaste. Les histoires nous disent en effet comment les protagonistes interprètent les choses, la signification qu'elles ont pour eux. Au cœur de l'histoire, on trouve à la fois une convention culturelle et une déviation par rapport à cette convention, laquelle est explicable en faisant appel à une intention individuelle. Cela donne à l'histoire non seulement un statut moral, mais aussi une dimension épistémique. Pour reprendre l'expression de Éric Caller, le récit littéraire moderniste a opéré une sorte de tournant vers l'intérieur, en détrônant le narrateur omniscient qui savait à la fois tout du monde tel qu'il est et de ce que les protagonistes en font. En s'en dégageant, le roman moderne nous a rendus plus sensibles au conflit qui naît lorsque deux personnes cherchent à connaître le monde alentour, à partir de perspectives différentes. Ce point mérite d'être noté car il illustre comment des cultures historiquement différentes traitent de la relation entre les deux paysages. Eric Auerbach, qui s'est employé à retracer l'histoire de la représentation de la réalité dans la littérature occidentale dans son ouvrage intitulé Némésis, commence par traiter des réalités présentées comme certaines par la narration dans l'Odyssée et achève son propos avec la phénoménologie atténuée de Virginia Woolf dans La promenade au phare. Un fait mérite d'être médité. Depuis Flaubert et Conrad jusqu'à nos jours, la difficulté qui déclenche le récit littéraire est davantage épistémique, plus profondément saisie dans le choc entre des significations différentes. Elle est moins ancrée dans les réalités fixes d'un paysage ou d'une action. Peut-être est-ce valable pour les récits du monde entier. Sous cet angle, au moins, la vie a peut-être imité l'art. La raison pour laquelle le récit est un véhicule aussi naturel de la psychologie populaire commence à apparaître clairement. Il traite en effet presque dès les premiers mots du nourrisson de la substance de l'action et de l'intentionnalité humaine.
Il constitue un médiateur entre le monde canonique de la culture et le monde plus idiosyncrasique des croyances, des désirs et des espoirs. Il rend l'exceptionnel compréhensible et il met en échec ce qu'il y a d'étrange et d'inquiétant, sauf lorsque cela évolue au titre de figure de style. Il rappelle les normes de la société sans être didactique. Et comme nous le verrons, il permet d'avoir recours à la rhétorique en évitant la confrontation. Il peut même enseigner, conserver le souvenir ou remodeler le passé. 6. Je n'ai fait qu'effleurer la parenté, l'affinité qu'il y a entre les récits de fiction et les récits d'expérience. J'y ai seulement fait allusion lorsque j'ai évoqué l'indifférence du récit aux références. Les langues sont pourtant habiles à établir des contrastes binaires. Cependant, aucune n'a établi de distinction définie nette, qu'elle soit grammaticale ou lexicale, entre les histoires vraies et les histoires imaginaires. Comme pour se jouer de la distinction, la fiction revêt souvent les oripeaux de la rhétorique du réel, afin de parachever sa vraisemblance. Nous savons, grâce en particulier à des études réalisées sur l'autobiographie, que des formes relevant de la fiction fournissent souvent les lignes structurelles selon lesquelles la vraie vie est organisée. En fait, la plupart des langues occidentales retiennent dans leur lexique des mots qui semblent tirer un plaisir pervers à effacer cette distinction entre Dirtung et Wahrheit. Storia en italien, histoire en français, story en anglais. Si le vrai et le possible ne peuvent être démêlés dans le récit, les récits de la psychologie populaire sont placés sous une étrange lumière, laissant celui qui les écoute dans l'embarras. Qu'est-ce qui appartient au monde? Qu'est-ce qui relève de l'imagination? Il en est souvent ainsi. Une explication narrative est-elle simplement une bonne histoire ou la vérité? Ce flou, assez curieux, mérite que nous nous y arrêtions quelque peu. Il révèle quelque chose d'important sur la psychologie populaire. Revenons un peu en arrière vers notre explication de la mimésis. Rappelons-nous ce qu'en disait Paul Ricoeur. L'histoire, qu'elle soit appuyée sur les faits ou qu'elle soit imaginaire, invite à reconstruire ce qui aurait pu arriver. Wolfgang Iser souligne la même chose lorsqu'il remarque que la fiction se caractérise par le fait qu'elle place des événements dans un horizon aux possibilités plus vastes. Dans Actual Minds, Possible Worlds, j'ai essayé de montrer comment le langage du récit diffère de celui de l'exposé par son emploi des transformations subjectivantes. Il existe des usages lexicaux et grammaticaux qui soulignent les états subjectifs, les circonstances atténuantes, les alternatives possibles. Une nouvelle de James Joyce se présente de manière très différente du rapport ethnographique réalisé par Martha Weigel sur la confrérie des pénitents. Elle ne s'en distingue pas seulement par l'usage que les auteurs font de ces transformations subjectivantes, mais aussi par la manière dont les lecteurs les incorporent lorsqu'ils parlent de ce qu'ils ont lu. L'histoire finit par être davantage subjectivée dans la mémoire qu'elle ne l'avait été dans le texte. L'exposé, lui, s'y retrouve dans un état proche de celui du texte. Il semblerait que pour faire une bonne histoire, il faille la rendre quelque peu incertaine, ouverte à des lectures diverses, indéterminées, sujette aux caprices de l'intentionnalité. Une histoire qui parvient à satisfaire à ses prérequis d'incertitude et de subjectivité, qui parvient à ce que les critiques formalistes russes appellent la littéralité, sa literaturnost, doit assumer certaines fonctions bien précises pour ceux qui tombent sous son charme. Malheureusement, nous n'en savons fort peu sur ce sujet. J'aimerais pourtant avancer quelques hypothèses purement spéculatives. Souhaitons que le lecteur sceptique accepte de me suivre. La première est qu'il est plus facile d'entrer dans les histoires subjectives, qu'il est plus facile de s'identifier. On peut y procéder à une sorte d'essayage psychologique. Si elles nous vont, les accepter ou les rejeter si elles blessent notre identité ou gênent nos valeurs. L'omnipotence de pensée de l'enfant me paraît demeurer suffisamment vivace chez l'adulte pour que nous ne soyons capables d'enjamber la rampe afin de devenir, fût-ce pour un instant seulement, n'importe quel personnage de la scène, quelle que soit l'intrigue à laquelle il est mêlé. En un mot, l'histoire est une expérience vécue par procuration, et parmi les trésors des récits dans lesquels nous pouvons entrer, il y a à la fois de manière ambiguë des éléments rapportés de l'expérience réelle et des aspects relevant d'une imagination façonnée par la culture. La seconde hypothèse
concerne ce que Yeats appelle l'apprentissage de la distinction entre la danse et le danseur. Une histoire est l'histoire de quelqu'un, en dépit des tentatives littéraires de styliser le narrateur et d'en faire un jeu omniscient. Les histoires empruntent inévitablement la voix du narrateur. Les événements y sont perçus au travers d'un ensemble de prismes qui lui sont personnels. Et lorsque les histoires prennent la forme qu'elles prennent souvent, nous le verrons dans le prochain chapitre, de justification ou d'excuse, leur voix rhétorique est particulièrement puissante. Elles n'ont pas ce caractère de mort soudaine, des exposés objectivement étayés où les choses sont montrées comme elles sont. Lorsque nous désirons ramener un récit dans le domaine des significations négociées, nous disons ironiquement « c'était une belle histoire ». Les histoires sont ainsi des instruments particulièrement adaptés à la négociation sociale, et leur statut même, lorsqu'elles sont racontées comme de vraies histoires, reste toujours dans un domaine situé à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire. Les révisions incessantes des historiens, l'apparition de docudramas, l'invention littéraire de la fiction, le dialogue des parents sur l'oreiller, où ils tentent de trouver un sens à ce que leurs enfants ont fait, tout cela témoigne de cette épistémologie ombreuse de l'histoire. En fait, l'existence de l'histoire comme forme est une garantie permanente que l'humanité sera toujours capable de broder sur les versions de la réalité qu'on veut lui imposer. Peut-être est-ce pour cela que les dictateurs prennent des mesures si draconiennes contre les romanciers. Dernière spéculation, il est plus facile d'accepter les variantes d'une histoire que celles d'un rapport scientifique. Psychologiquement parlant, je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais on peut avancer une explication toute simple. Nous savons par expérience, pour avoir souvent raconté des histoires sur nous-mêmes, qu'il existe un penchant naturel humain à construire du sens, et nous sommes prêts à accepter une autre version simplement parce qu'elle est humaine. L'esprit des Lumières qui animait Hempel, et dont nous avons déjà parlé, qui l'a amené à proposer que l'histoire soit réduite à des propositions vérifiables, lui a fait perdre de vue la fonction négociatrice et herméneutique de l'histoire. Je voudrais en venir maintenant au rôle de la psychologie populaire véhiculée par le récit dans ce que l'on pourrait sommairement appeler l'organisation de l'expérience. Deux aspects me retiennent particulièrement. Le premier, le plus rationnel, est généralement appelé construction ou schématisation. Le second est la régulation de l'affect. La construction nous donne le moyen de construire un monde, de caractériser son mouvement, de segmenter les événements qui s'y déroulent. Si nous n'en étions pas capables, nous serions noyés dans un chaos d'expérience et nous n'aurions probablement pas pu survivre en tant qu'espèce. La forme caractéristique de l'expérience construite et de la mémoire que nous en avons est la forme narrative. Jean Mandler a montré que ce qui n'a pas été structuré narrativement encourt le risque de ne pas être mémorisé. La construction perpétue l'expérience dans la mémoire, ou comme nous le savons depuis les travaux de Bartlett, elle est systématiquement modifiée pour se conformer à nos représentations canoniques du monde social. Si elle ne peut être modifiée, elle est soit oubliée, soit mise en valeur, au titre d'exception. Le problème est bien connu, mais il a été quelque peu banalisé. On l'a présenté de telle façon que le phénomène pouvait sembler complètement individuel. Il ne s'agirait que de traces et de schémas laissés dans le cerveau de chaque individu. Bartlett a été lui-même accusé récemment, bien longtemps après sa disparition, d'avoir abandonné une vision initialement culturelle de la construction de la mémoire au profit d'une conception psychologique plus individualiste. Dans son essai, John Schotter étudie la rupture qui s'est produite entre un article assez peu connu de Bartlett, paru en 1923, et son livre, le plus célèbre, paru en 1932. Schotter insiste sur le fait que la construction est sociale, conçue pour permettre que la mémoire soit partagée au sein d'une culture et non pour assurer son accumulation individuelle. Il cite Mary Douglas, la très redoutée anthropologue et critique sociale, qui disait « L'auteur du meilleur livre consacré à l'acte de mémoriser a oublié ses premières convictions et il a été absorbé par le cadre institutionnel de la psychologie universitaire à Cambridge et par les limites du laboratoire expérimental. » Mais Bartlett n'avait certainement pas oublié l'aspect culturel de son sujet de recherche. Dans la dernière partie de son ouvrage, où il traite de la psychologie sociale du souvenir, il dit « Tout groupe social est organisé et sa cohérence maintenue.
par une tendance psychologique particulière ou par un ensemble de tendances qui fournit au groupe un moyen pour traiter les circonstances extérieures. C'est ce qui construit la physionomie et persistance particulière de la culture de ce groupe, et ceci détermine immédiatement ce que l'individu observera dans son environnement et ce qu'il mettra en relation de sa vie privée avec cette réaction directe. Cela se fait manifestement de deux manières. D'abord en procurant intérêt, excitation et émotion qui favorisent le développement d'images précises. Ensuite, en offrant un cadre durable d'institutions et de coutumes qui agissent comme une base schématique pour la mémoire constructive. À propos de ce pouvoir schématisant des institutions, j'aimerais rappeler un aspect que j'ai déjà traité. Notre expérience du monde social et la mémoire que nous en avons sont fortement structurées, non seulement par des conceptions véhiculées par la psychologie populaire, profondément intériorisées et narrativisées, mais aussi par les institutions historiquement enracinées qu'une culture élabore pour les étayer et les renforcer. Scott Fitzgerald avait raison de dire que les gens très riches sont différents, et pas seulement parce qu'ils jouissent d'une fortune, ils sont perçus comme différents, et de fait, ils agissent en se conformant à cette perception. La science elle-même renforce ces perceptions et les transformations qu'elles subissent dans la mémoire. Un livre récent de Cynthia Fuch Epstein nous le confirme, Deceptive Distinctions. Elle montre comment les stéréotypes sexuels ont été systématiquement mis en valeur et exagérés par le choix des instruments de recherche qui ont été sélectionnés pour les mesurer. La structure de notre lexique, même si elle ne nous contraint pas à coder les événements humains d'une manière particulière, nous prédispose certainement à nous conformer au canon culturel en vigueur. Venons-en maintenant au second aspect souligné par Bartlett, à ces instruments par lesquels une culture dirige et régule les affects dans l'intérêt de la cohésion culturelle. Il insiste dans Remembering sur le fait que ce qu'il y a de plus caractéristique dans ces schémas de mémoire, tels qu'il les conçoit, c'est qu'ils sont placés sous le contrôle d'une attitude affective. Il remarque en effet que toutes les tendances conflictuelles, susceptibles de rompre l'équilibre individuel ou de menacer la vie sociale, sont également susceptibles de déstabiliser l'organisation de la mémoire. Tout se passe comme si l'unité de l'affect, par opposition au conflit, était une condition pour une schématisation économique de la mémoire.